L'état d'esprit pour performer, il y a différents types d'approches pour être bien dans son corps aussi, ça fait partie bien sûr de la performance. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous n'allez pas être bien dans votre tête et vous n'allez pas performer. Il faut être dans un bon état pour pouvoir envoyer à la salle, parce que c'est quelque chose de très secondaire finalement. Pendant des milliers, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années, on a évolué et il faut voir vraiment les choses d'un point de vue évolutionniste à l'échelle d'une espèce. Ça fait du coup que quelques centaines d'années qu'on est tranquille, qu'on a à manger, qu'on a plus de problèmes de sécurité et que on peut s'adonner, donner notre énergie à autre chose que la survie finalement. Et s'entraîner, bah, c'est vraiment pas dans les prérogatives de notre organisme initialement. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce point de vue évolutionniste, c'est-à-dire que de base, notre corps, il veut tout faire pour économiser son énergie. Il va dépenser vraiment ses ressources que dans ce qui est nécessaire à sa survie. Et en effet, aller construire du muscle, c'est pas directement lié à la survie. Il n'a pas cet état d'esprit d'aller chercher le long terme, l'organisme. Donc, il va avoir une certaine loi de conservation de l'énergie. Dépenser le moins possible pour les choses qui sont en dehors. Tout ce qui est inutile à la survie, il le vire. Donc, typiquement, de la masse musculaire qui est pas utile dans ma vie de tous les jours, il le vire. Une façon du coup de s'engager comme ça dans un effort qui n'est pas directement corrélé à la survie, créer du stress comme ça pour rien entre guillemets, c'est pas du tout naturel, c'est pas du tout intuitif. Donc, ce que je veux dire du coup, c'est que de façon générale, il va falloir maintenir certaines routines de vie, un certain état d'esprit, une certaine façon d'être dans ces journées pour performer. Et qui plus est sur les journées, sur le moyen terme et le long terme. Il y a vraiment, comme j'ai montré, plusieurs caractéristiques. Dans le court terme, en fait, c'est tout ce qui se passe autour de la séance et dans la journée. De façon générale, avoir le bon état d'esprit dans la journée. Donc, quand on arrive dans la séance, on soit bien pour performer. Et c'est pas inné. Il n'y a pas tout le monde qui a le même résultat à la salle et c'est pour une bonne raison. Il y a des raisons qui sont physiologiques, qui sont de l'ordre de la morphologie et autres. Malheureusement, c'est souvent employé à tort et à travers. Il faut savoir faire la juste mesure entre ce qui l'est et ce qui ne l'est pas. Il y a des raisons qui sont diverses et variées, mais la mentalité en fait grandement partie. Les gars qui arrivent à la salle avec 50% de cerveau à y à donner et les gars qui arrivent à la salle avec 100% de cerveau à y à donner, je fais pas un dessin, ils font x2 en résultat. C'est assez logique. Donc, de façon globale, pour performer au moment de la séance, le long terme, c'est quelque chose de très important. Tout ce qu'on va mettre dans sa vie en place pour se sentir bien. Et ouais, la mentalité no pain no gain, je me mets juste dans une mentalité d'autoflagellation. Peut-être qu'en fait, c'est pas forcément la meilleure mentalité à adopter. C'est bien quand t'es dans la séance, mais de façon générale dans ta vie, il faut te sentir bien et t'autoflageller en permanence. Sinon, tu vas te dire, mais enfin, qu'est-ce que je fais? Enfin, mon ma vie n'a aucun sens, elle est pas agréable. Donc forcément, au bout d'un moment, tu vas remettre en question tes choix, etc. Et tu vas te dire, en fait, peut-être que j'ai pas le bon chemin de vie. Donc globalement, avoir un bon confort de vie et savoir quand même se la donner quand on est à la salle, c'est un peu l'équilibre qu'on va chercher à créer. Donc typiquement, dans la mentalité long terme, il y a le fait d'avoir un état d'esprit stoïque. On a déjà parlé la dernière fois. Ça va aider à gérer les aléas de la vie. Et au long terme, ça va te permettre d'être mieux disposé mentalement. Si à chaque fois qu'il y a un aléa de vie, parce qu'il y en aura dans tous les cas, je vous ai donné un exemple très très solide la dernière fois qui m'est arrivé récemment, vous en avez déjà eu, on a tous eu des problèmes et on en aura encore des très graves. Donc, il faut avoir vraiment un métasystème mental pour gérer, traiter ces problèmes. Parce que mieux on va gérer ces problèmes, moins on va avoir de stress. Moins on va avoir de stress, mieux on va récupérer. Et moins on va avoir de stress, plus on va être pleinement dans l'entraînement à la salle. Plus on va être pleinement dans l'entraînement de la salle, mieux on va performer parce qu'on va mieux envoyer nos connexions nerveuses vont mieux se synchroniser avec nos muscles. Et on va mieux recruter du coup les unités motrices, pousser plus lourd et stimuler plus de masse musculaire. Donc ça paraît vachement loin dit comme ça, mais vous voyez un peu toutes les intrications que ça a. Et je vais rentrer en détail dessus grâce à ce schéma et ce schéma. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un tout petit peu du stoïcisme. Je vous ai mis trois schémas, si vous voulez, je vous les enverrai. Le but, c'est pas de rentrer en détail dans le stoïcisme, c'est juste de donner une primo-approche. Il y a quelqu'un qui nous rejoint. Ouais, Ouais, tu pourras nous donner les sources de ces schémas, c'est vraiment intéressant. ouais, 100%, je vous donne tout, il n'y a pas de souci. Allez, Avec nickel, plaisir. super, merci. Donc, en gros, ce qu'on va vouloir du coup explorer dans ces schémas, je vous donne vraiment un pitch global pour qu'on passe pas 15 ans dessus, mais c'est en gros, il m'arrive quelque chose dans ma vie, est-ce que je peux y faire quelque chose?
Voilà, globalement, c'est ça. Après, c'est intéressant d'aller regarder tous les petites sous-branches. Est-ce que ça tient à ma vertu, à mon honneur, etc. Ça, c'est une façon aussi du coup, de trier un peu les choses dans sa tête. Est-ce que c'est vraiment important que j'y réagisse? Mais en gros, c'est est-ce que je vais donner de l'énergie? On revient à ce point de vue évolutionniste. Est-ce que mon cerveau a le luxe de donner de l'énergie à ça, ou est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes dans ma vie? Et fut un temps, bah, on avait le luxe de donner de cerveau à rien. On voulait juste survivre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a d'autres enjeux. Et du coup, on peut aller plus loin. Et du coup, on peut trier, en effet, ce qui est important dans notre vie. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que j'imagine que votre profession physique, elle a un impact important dans votre vie et elle est importante pour vous. Donc, en effet, il y a des choses dans votre vie aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne contrôle pas de prime abord. Et avec cet état d'esprit stoïque, pardon, on va adopter un peu plus de contrôle sur les choses. Les choses qui nous tombent dessus, on va réussir à mieux les prendre en main et mieux les contrôler. Donc, je vous laisserai un petit peu creuser le sujet, mais globalement, c'est ça. Rester soit dans l'action, soit dans l'acceptation. Et vraiment faire le tri. Et accepter quand on n'a rien fait. Et accepter que c'est une décision personnelle. Et du coup, être en paix avec ça. Et ça fait du tri et ça laisse les choses derrière. Et ça permet d'être plus concentré quand on fait ce qu'on fait. De pas arriver à la salle, se poser 1000 questions. Ah, est-ce que j'ai donné assez dans ma relation? Est-ce que je me suis bien occupé de mes amis et ce truc? Non, c'est une façon, c'est un métasystème vraiment à rentrer dans sa tête quand il y a un domaine de votre vie, on trie et on avance. Donc, c'est surtout pour les événements. Mais de façon globale, quand on arrive à l'ancrer sur les événements, on arrivera à l'ancrer sur les priorités et les domaines de vie à terme. Donc c'est super important aussi d'avoir régulièrement des moments de méditation parce que ça permet aussi de faire ça justement. Méditation, c'est pas forcément que penser à rien. Du moins, quand on n'a pas fait le tri sur tout dans sa tête, ça sert à ça en fait. Ça sert à arriver à penser à rien parce qu'on a fait le tri sur tous les trucs. Des moments de méditation, ça paraît un peu cliché dit comme ça, mais ça peut tout simplement être se poser et juste ne rien faire et penser. Et ça, on a très peu le temps de le faire avec nos vies là de gars qui font tout plein de trucs et bah qui sont déter et qui mettent plein de projets en place. On a peu de temps pour ça. Et le problème, c'est que à long terme, je reviens sur cette courbe qui, en l'occurrence, avait été créée pour le sujet de changer sa technique lors de ses exercices à la salle. En fait, c'est la même chose. Tu changes ta technique pour un exercice. Dans un premier temps, ça fait bizarre, ça fait mal, c'est pas agréable. Tu perds du temps et de l'énergie sur certains trucs du coup que tu avais mis en place. Et hop, d'un coup, tu dépasses la courbe de si tu n'avais pas corrigé ta technique. Ben, c'est pareil en fait sur le fait de prendre le temps de retrier ses priorités, de faire un peu de méditation, de prendre un temps calme dans sa journée. Ça va te permettre d'avoir une meilleure mentalité à long terme qui te permettra du coup de faire des choses plus grandes. Si à un moment dans ma vie je m'étais pas posé pour réfléchir à mon travail de pompier, est-ce qu'il me plaît ou pas, bah aujourd'hui je serais encore pompier et vu que ça me plaisait pas, ça aurait réduit mon ambition progressivement et du coup je serais pas en train de faire ce coaching groupe aujourd'hui, je serais pas en train de faire un Ironman la semaine prochaine, je serais pas en train de traverser la France en courant en septembre prochain parce que ça aurait ruiné ma vie parce que c'était pas accordé à moi parce que du coup j'ai pris le temps de mettre pause et de faire le tri dans ma tête. Donc à court terme, ça paraît un peu contre-intuitif, c'est comme corriger sa technique. Ah ouais, mais je suis moins fort comme ça. Oui, t'es moins fort comme ça, mais à terme, tu seras plus fort. Donc viens, on le fait. C'est ça un peu le concept. Donc, je reviens tranquillement à mes moutons. La méditation pour pouvoir avoir de l'espace mental, ne pas être submergé par le stress. Et le stress, on le voit sur cette courbe-là, c'est quelque chose qui va ruiner votre niveau de performance quand il est en trop grande quantité. À gauche de la courbe, on a du coup très peu de stress. À droite, on en a un maximum. La courbe monte en fonction du nombre, du niveau de performance qu'on a. Tout en haut, on a le niveau de performance maximal. On a vu, on le voit très bien, au début de la courbe, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de performance. Le stress, c'est pas un truc à éliminer, c'est un truc à gérer, manager, mettre au niveau optimal. C'est une courbe de gauche, ça, c'est au milieu de la courbe qu'on a le maximum de performance. Donc, on va se pousser dans tous les cas, vous comme moi, on se pousse dans la vie. On arrive proche du niveau maximum de stress de façon intuitive. On n'est pas dans le cas où il y a besoin de se bouger pour arriver dans le niveau optimal. Non, nous, on est plus du côté droit de la courbe. Nous, ce qu'on doit faire, c'est justement mettre en place des choses pour revenir à l'état optimal de performance. Quand il y a trop de stress, on sous-performe pour certaines raisons. Quand il n'y a pas assez de stress, on sous-performe pour d'autres raisons. Il faut essayer de trouver son niveau optimal. Et ça, bah, du coup, j'en reviens à ce fameux schéma de surcompensation que j'explique et je réexplique et je réexplique avec la donnée du seuil optimal que j'ai intégré. C'est vraiment ce schéma-là, il n'est pas régi que par l'entraînement. Il est régi par les 4 piliers: le sommeil, la nutrition, l'entraînement et la gestion du stress. Et en effet, on a des stimuli dans nos vies qui vont nous nuire. Les stimuli de stress peuvent nous nuire, on le voit sur cette courbe. Et sur celle-ci,
on a l'habitude de ne voir que l'entraînement, mais en réalité, si on dépasse les plafonds et qu'on tombe en surentraînement, eh bien, ça peut être à cause du stress. D'un stress mal géré, pas du stress. Le stress, c'est pas un ennemi en soi. Le stress, il génère une très bonne hormone, le cortisol, qui nous fait nous bouger, qui nous fera énormément de choses. Mais cette hormone, quand elle est sécrétée en trop grande quantité, bah, ça réduit notre potentiel de prise de masse musculaire, ça affecte notre prise de décision. On est de façon générale moins performant dans la vie. Donc, super important de se pencher sur ce sujet. D'ailleurs, c'est la base de ce que vous allez voir dans le module mental intense si vous n'êtes pas, module intensité et maîtrise si vous n'y êtes pas encore. C'est que là, on peut être à RPE 10 au maximum sur notre série et en fait être à quoi? La moitié de son potentiel. Parce que on n'a pas bien maîtrisé les 4 piliers que je viens de mentionner, nutrition, entraînement, gestion du stress, sommeil. Une fois qu'on a fait ça, ben, on peut encore apposer autre chose, c'est le fait d'avoir un mental intense pour encore aller choper un cran supérieur. Et après, le module homme de terrain, on a tous les tips techniques, vraiment les optimisations, ça vient en dernier. D'abord, c'est gérer les 4 piliers. Et dans les 4 piliers, il y a le stress. C'est pour ça que j'y reviens. Donc, avoir son plein potentiel, ça passe réellement par se pencher sur la base. Avant d'aller chercher des optimisations techniques, est-ce que mon coude est bien placé? Ben, est-ce que tu t'es bien nourri aujourd'hui? Est-ce que tu as bien dormi? Et est-ce que tu as bien géré ton stress? Et est-ce que ton volume d'entraînement est calibré? Volume d'entraînement, c'est moi qui gère pour vous. La nutrition, je vous conseille dessus et je ne vous restreins pas et je vous laisse un peu d'autonomie dessus. Le sommeil, c'est pleinement à vous et il y en a parmi nous qui ont des métiers de nuit. Donc, des fois, tant pis, on met tout ce qu'on peut autour pour le contenir, mais on sait que ce sera pas gérable. Donc, les autres doivent être forcément mieux gérés que la moyenne. Et la gestion du stress, c'est avec les outils que je vous donne là. Il y a aussi des choses que vous allez découvrir dans votre vie, par vos expériences, que vous allez pouvoir le faire, mais il faut juste l'avoir en conscience, en fait. C'est juste ça. C'est juste que souvent, on apprend à gérer le stress. Par exemple, les gars qui font des métiers à haute responsabilité, à haut stress, logique, vous apprenez à gérer, mais c'est juste que vous prenez pas forcément en conscience et vous prenez pas forcément la mesure que c'est étendable à votre vie personnelle. Votre façon de prendre des décisions rationnelles sur votre métier, en intervention, etc., bah, des fois, il y a meilleur temps de l'appliquer à la vie personnelle aussi. Typiquement, bah, je vais pas revenir 1000 fois sur mon cas, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé des trucs dans la vie où je me suis dit, putain, la mentalité que j'ai chopée en pompier, elle me sert. Le fait de gérer les interventions, les cas critiques, et bah, si je le fais là tout de suite sur ma vie personnelle, ah bah d'un coup ça va mieux, je souffre moins. Et d'un coup, bah du coup, je peux mieux m'engager sur les performances à la salle, etc. Nanana. Et du coup, la période passe mieux. On va quand même traiter la période. Il y a eu un événement difficile, on le traite mentalement, mais pendant un temps, on peut, grâce au stoïcisme et qu'on apprend sur le terrain, là c'est vraiment la théorie, hein, mais ça se pratique sur le terrain en fait, quand il vous arrive un truc dur de mettre ça en place, et là vous prenez comment le mettre en place. Donc c'est super important de gérer ce thème-là de votre vie. Donc d'avoir une mentalité vraiment de un peu de machine de temps en temps, hein, quand c'est nécessaire, où on trie les infos, on regarde où on les range dans sa tête, on les met dans les bons tiroirs et on ferme les tiroirs. Parce que tant qu'il y a des tiroirs ouverts de partout, ben c'est comme quand votre chambre elle est en bordel, vous pouvez pas travailler. C'est un environnement chaotique. Il y a vraiment ces deux pans dans la vie, ordre et chaos. S'il y a trop de chaos, ça va pas. S'il y a trop d'ordre, ça va pas. Il faut trouver un équilibre entre les deux qui nous permet d'être, comme avec la courbe du stress, sur le seuil optimal, vraiment en plein milieu. Et bah, c'est pareil avec tout ce qui est dans la tête qui peut paralyser. Bon, je reviens à mes moutons, à ma trame, parce que là, bah, comme j'avais prévenu, hein, c'est des sujets que j'aime bien, donc je me perds pas. Hein, c'est des sujets qui sont affiliés, mais j'ai une trame et je souhaite aller vers un but. Donc, il y a encore, oui, voilà, quelque chose qui sera lié au global, c'est le fait, plutôt à moyen terme en l'occurrence, ça c'est vraiment du moyen terme, de faire un point régulièrement sur ses priorités. Donc là encore, on est dans mettre de l'ordre dans sa tête et voir à quel rang dans ses priorités on range le sport. Pour que à chaque fois qu'on soit à la salle, on soit pas dans cet état d'esprit où on se pose des questions, est-ce qu'on est au bon endroit ou pas, comme j'ai pu en parler avant. Si vous êtes en train de penser à est-ce que vous avez nourri votre chat quand vous êtes à la salle, est-ce que vous avez donné assez de temps à vos proches, etc., ben vous n'allez pas y être vraiment. Et mieux va peut-être ne pas y aller et s'entraîner moins. C'est un peu toute la doctrine pour faire baisser le stress et donc performer moins sur les entraînements qu'on fait. Mieux vaut 2 entraînements bien faits. On a eu le cas avec Brandon récemment. On va sur 2 entraînements bien faits et faits dans le temps et desquels on est pleinement engagé, plutôt que 3, 4 entraînements où on charge et on n'est pas vraiment à son fait. Quand on est à la salle, on a besoin d'y être pleinement.
Et je vais rentrer dans le détail de tout ce qu'on doit mettre en place quand on est à la salle pour justement avoir cette sensation d'être au bon endroit, d'y être pleinement. Mais ce qui est certain, c'est que déjà à moyen terme, il faut avoir fait un point sur tous ces domaines, être à jour et à l'heure sur ses exigences et ses séances et avoir fait le taf tous les jours sur tous ces domaines pour ne pas ressentir ce stress de dire ah j'ai pas assez bossé ailleurs. Non, on a un plan, on le suit et là d'ailleurs si on est là où on en est, c'est qu'on est bien aligné avec notre plan. Si on est à la salle aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a défini. Donc pas besoin de penser à autre chose. C'est ça vraiment la mentalité des gens qui bossent, qui réussissent. Je les ai observés dans tous les domaines. J'ai fait tout un tas de sports, j'ai entraîné tout un tas de gars dans tout un tas de domaines différents. Les gars qui réussissent, c'est des gars qui sont à ce qu'ils font, qui sont pas la tête ailleurs. Quand ils sont en train de s'occuper de leur physique, de leur performance, ils y sont. Quand ils sont en train de se reposer, ils y sont. Ils se demandent pas est-ce que j'aurais dû faire plus. Non, repos plein. Et je vais en parler après. Il faut vraiment débrancher après la salle. C'est vraiment ça l'état d'esprit. J'y vais et je débranche le plus vite possible. Parce que le but, c'est de retourner dans le système nerveux parasympathique. On va en parler juste après. C'est celui qui gère la récupération. Si après la salle, vous êtes encore en train de vous demander un truc, d'avoir du stress, de vous monter la tête, non. Le but, c'est de récupérer les endorphines. Le corps est bien fait. Il fait ça naturellement. Laissez-le faire. Il va se reposer et c'est pas un mal de se sentir détendu. Au contraire, ça va vous permettre de mieux performer à terme. On a un plan. Si le plan il est pas réaliste, faut peut-être refaire un point, mais pas pendant qu'on est à la salle. On allouera un autre moment, ok? On en reparlera après. Quand on est à la salle, on le fait à fond. Et peut-être que le plan était trop haut. Et d'ailleurs, je renvoie à la courbe qu'on a justifiée. Le but du plan, c'est de se mettre au seuil optimal. Et en effet, c'est attrait à ajustement. Et c'est pour ça que vous avez une relation de confiance avec un coach, parce que vous avez défini que c'était important et qu'il y allait avoir des ajustements à faire. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, elle décrit clairement les performances en fonction du niveau de stress. Elle montre qu'avec trop peu de stress, on ne performe pas. Et c'est pour ça que c'est important de toujours trouver le seuil optimal. Et là, il est individuel à chacun en fonction de tes conditions de vie. Donc, trouver le sweet spot, c'est vraiment la clé. Et c'est pour ça qu'on définit des objectifs qui sont smart. Ça, je pense que vous avez déjà entendu parler. Il faut qu'ils répondent à ces 5 critères d'objectifs pour être bien choisis. S'ils répondent pas à ces 5 critères, on va se retrouver forcément à un moment ou à un autre dans cette situation-là où on est en train de cramer. Ça sert à rien de mettre un objectif trop haut qui nous crame. Ça peut faire passer des paliers mentaux à certains moments, mais ça doit pas être la base de votre année. Dans votre année, il faut que vous réussissiez vos objectifs. Même s'ils sont un petit peu inférieurs à ce que vous avez prévu, c'est toujours mieux pour le mental de réussir un objectif que d'en échouer un. Il y a certains moments dans notre vie où on a besoin de se confronter à l'échec, mais la globalité de la vie, la nature a fait les choses comme ça, hein. Quelqu'un qui réussit quelque chose reçoit une récompense. C'est dans notre système interne, nos hormones fonctionnent comme ça. On l'observe chez les homards depuis des millions d'années, on l'observe chez les humains. Le homard qui gagne un combat devient naturellement plus fort, plus viril, plus imposant, a naturellement le homard qui gagne le plus de combats, a un meilleur logement, a une meilleure compagne, et le homard, ce n'est pas le cas, va baisser la queue face au homard qu'il va rencontrer plus tard dans son aventure de homard. Et ben c'est pareil pour les humains. Et là on peut le cadrer. En fait, on va pas rencontrer des prédateurs. Enfin, ça peut arriver, mais l'objectif c'est quand même de s'auto-gérer là-dessus. Et donc de mettre des objectifs qu'on peut atteindre pour s'auto-gratifier et du coup se tirer vers la courbe du progrès. Donc, ils doivent répondre à ces 5 critères. Je vais pas rentrer en détail dessus. Il y a déjà beaucoup de choses, mais globalement, vous avez compris le but, c'est qu'il soit cadré, qu'il soit réaliste, qu'il soit temporellement défini, mesurable, spécifique, etc. Donc, trouver le sweet spot, c'est la base. Utiliser l'objectif SMART, ça, c'est du coup pour le long terme. Ensuite, à court terme, pendant une journée. De façon globale, faut garder, là je vous parle vraiment de prépa mentale, hein. Moi par exemple, par rapport au défi de septembre, vous savez tous probablement en septembre, je traverse la France en courant. Voilà, il y a quelque chose de super important que j'ai mis en place dans ma vie, de façon générale, pour le court terme, dans mes journées. Lorsque j'ai des tâches à faire, je m'assure que je négocie pas avec, que je sois un peu dans cette mentalité all-in en fait. Faut que si j'ai défini que je vais faire quelque chose en amont, je le fais. Et après, je prends des décisions à être posées. Parce que, en effet, il serait mieux que j'arrête de faire ça, peut-être, mais quand je l'ai planifié, je le fais. Et je fais le point après. C'est ce que je disais avant. C'est une mentalité qui vous donne vraiment des assises solides. Parce que chaque fois que vous allez être à un endroit,
vous allez de moins en moins vous demander progressivement, est-ce que je le fais pas, cette mentalité dont on a parlé à la salle qui ruine vos progrès finalement. Si quand on est sous une barre lourde, il y a une bribe de je pourrais ne pas le faire et être ailleurs, elle se soulèvera pas. On donnera pas le max d'énergie. Donc, moi, ça va m'arriver pendant la traversée de la France. Il y a des moments où je vais me dire, est-ce qu'il faudrait que j'arrête? Est-ce que, voilà. Bien sûr, il va m'arriver des dingueries, il faudra que je sois rationnel à ce moment-là. Mais il va aussi m'arriver tout un tas de mini-choses qui vont tester mon cerveau. Et dans ces moments-là, il va falloir que j'applique et que je reprenne des décisions à tête reposée. Ce qui est sûr, c'est que si, à partir du jour 3, je commence à me poser des questions, bah, forcément, je vais pas y arriver. Si à partir du jour 30, je m'en pose, j'ai plus de chances d'y arriver. Donc, cet état d'esprit global dans sa vie de quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait. Et on réfléchit après si c'était une bonne chose ou pas. Il y a des conséquences qui sont irréversibles des fois. Là, il faut savoir à la juste mesure. Quand c'est des petits détails de la vie, genre je fais ma séance ou pas, bah oui, je la fais et c'est tout. Comme ça, au moins j'ancre dans mon cerveau. Le cerveau, c'est vraiment une histoire d'ancrage, hein, d'habitude, de sillon neuronal qui se creuse. Le sillon neuronal de je fais les choses est creusé, tant mieux. Le sillon neuronal de je fais pas les choses est creusé, putain, ça va être une galère et il va falloir en plus en creuser un autre et reboucher l'autre avec la terre de celui qu'on a creusé. Bon, c'est un peu chiant. Donc, mieux vaut creuser le bon sillon pour qu'après, bah, ça aille tout seul, il n'y a rien à creuser, que ce soit une habitude, ce soit ancré, et que du coup, ensuite, bah, on ait une tendance à faire les choses. Et par contre, ne pas les faire, c'est une décision qui va être super facile à prendre. Ah, c'était pas une bonne décision, bon, ok, bah, je fais plus. Bon, bien sûr, je parle des choses qui sont non irréversibles. En fait, quand on se pose des questions sur le reste, comme je l'ai dit, la tête est ailleurs et on n'est pas 100% focus. Donc ça, c'est vraiment pour dans la journée, de façon générale, quel esprit on doit avoir. Maintenant, il y a le avant, pendant et après la séance. Il y a des petites routines à mettre en place. Donc j'en ai déjà parlé. Et il y a la méthode des 10C, la méthode 3-20. J'en ai parlé sur Instagram. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Mais en gros, c'est ce schéma-là qui explique que... qu'est-ce- ouais, non, ouais, il y a un micro qui s'est allumé. Euh, donc, en gros, l'objectif, c'est ça, c'est d'expliquer que système nerveux sympathique, c'est celui qui vous fait agir, agir, agir. Système nerveux parasympathique, celui qui vous fait vous reposer. Et globalement, quand vous êtes au travail, vous avez tous des tafs globalement exigeants, etc. Vous vous donnez, vous êtes des gens qui avaient des objectifs, etc. Donc, vous êtes en suractivation du système nerveux sympathique. Donc ça fait quoi? On en a parlé avant, hausse du cortisol, baisse de la dopamine. Cortisol, c'est l'hormone liée au stress. Donc on arrive plus loin sur la courbe que je vous ai montrée juste avant. Et par contre, la dopamine baisse, et c'est l'hormone du plaisir, de la motivation, par anticipation du coup. Elle fonctionne beaucoup par anticipation. La dopamine, j'anticipe que la tâche suivante va être un plaisir, donc je sécrète de la dopamine, donc je me sens bien. Bah, là, malheureusement, elle baisse à cause de cette suractivation. Donc la tâche suivante après la journée de travail, qui est le sport, bah, n'est pas kiffante. Et donc, il y a moins de motivation à y aller. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment créer un break entre suractivation et du coup, la sensation aussi de la tâche accomplie, l'effet de relâchement qui nous fait passer en parasympathique, qui est le système du repos. C'est ce qu'on appelle l'effet post-stress. Quand on a eu un stress excessif, le but du corps, c'est de retrouver l'homéostasie, l'équilibre. Stress excessif, ok, relâchement excessif. Comme ça, on retrouve une sorte d'équilibre. Donc là, il y a un effondrement de l'énergie mentale et physique qui fait baisser la noradrénaline, qui est hyper importante pour être hyper hypé pendant sa séance. Et pour briser ce processus, du coup, on a la méthode 3-20-10C. Donc, c'est des trucs vraiment, quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais c'est trop con. Mais il faut le faire. En fait, keep it simple. La majorité des progrès que vous allez faire sur des choses simples. Le reste, c'est des optimisations. Là, ça n'a pas une optimisation, mais c'est bête. Et quand c'est bête, ça paraît pas utile et du coup, on le fait pas. Et du coup, on n'a pas le résultat. Donc, clairement, méthode des 3-20, visualisation express. Là, en gros, vous allez prendre vraiment le truc qui vous fait le plus envie en lien avec ce que vous allez faire, en l'occurrence la séance. Vraiment, genre, un point que vous voyez mais jamais de la vie atteindre. Le but, c'est pas d'être rationnel. Pendant 20 secondes, vous allez vraiment juste créer des émotions en fait. Wow, qu'est-ce que ce serait incroyable si je courais la diagonale des fous pieds nus et que je serais premier et que en plus je pèserais 90 kilos sec et que j'aurais 250 kilos squat et 300 terre. Waouh, ce serait incroyable. Voilà, pendant 20 secondes, vous vous mettez dans cet état. Ensuite, qu'est-ce que ce serait ouf si du coup je faisais ça. Là, ça vous crée des émotions, c'est le seul but. Ensuite, 20 secondes, vous allez voir vous dans 6 mois à 1 an quelque chose de réaliste à portée de main, mais si vous faites des actions. Donc quelque chose de stimulant, de motivant, donc quelque chose
Voilà, dans 6 mois, 1 an, putain, ouais, je pourrais avoir pris 2-3 kilos de masse musculaire, avoir les veines sur les abdos, être découpées, et squat 230, 250. Ouais, putain, ça pourrait être stylé. Ok, là, ça commence à devenir réaliste. Et après, pendant 20 secondes, vous prenez juste la vision la plus proche, en fait, c'est qu'est-ce que je peux faire pour atteindre cet état que je viens de décrire? Bah, après la séance, en fait. J'ai fait ma séance, je me sens bien. Et là, je suis content de moi, j'ai bien donné. Et là, vous visualisez après la séance, ayant validé tout ce que vous avez validé. Et là, c'est complètement faisable. Vous avez créé le pont entre ce que vous voulez, donc la situation de rêve, et votre situation actuelle. Et c'est le fait de faire cette séance. Donc d'un coup, ça vous a refocus, ça a créé un canal d'émotion vers cette séance. Ok, ça c'est pour la méthode 3-20. C'est 20 secondes sur chacune des 3 étapes. Une étape complètement irréaliste, une étape réaliste mais qui va demander beaucoup d'efforts, et une étape complètement faisable finalement. Les 10, c'est la respiration activante. Donc le but, c'est inspiration puissante par la bouche, expiration courte par le nez. Pourquoi? Parce que plus on a d'inspiration, plus on passe en système nerveux sympathique. Si à l'inverse, vous voulez vous relaxer, vous aurez fait l'inverse. Une inspiration plutôt courte par la bouche et longue par le nez. Et là, tout de suite, ça relaxe. Si vous voulez faire l'inverse, vous respirez plus que vous expirez. Vous inspirez plus que vous expirez. Et vous cyclez ça rapidement, 10 fois. Vous faites 10 cycles comme ça. Ok, il y a des petits bonus, les déclencheurs physiques, donc du plus court, du plus tranquille au plus vénère, donc se mettre des claques dans la tête, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, hein, eau froide complète sur tout le corps, machin. Bon, il y a moyen de se hyper avec ces petits déclencheurs physiques, c'est du plus, vraiment. Si vous faites une des deux techniques déjà là, après la journée de travail, vous êtes déjà très chaud pour aller à l'entraînement. Donc il y a tout, ça c'est tout une boîte à outils en fait hein, de choses que vous pouvez mettre en place. Il y a aussi le fait du coup bah, déjà 1 heure avant de vous mettre en condition, de commencer à visualiser. Ok, je vais aller à la salle, ça va donner ça, il va falloir que je sois gainé comme ça. Commencer à contracter vos muscles, notamment faire corréler le mental et le physique, mettre le mental dans un état pour que le physique monte dans l'état estimé et commence à débrancher avec le travail. Le travail est en train de s'éloigner, la salle se rapproche. Donc vraiment, on fait la transition entre ces deux. Ok. Donc, j'ai passé un bon moment là-dessus. Faut vraiment que j'accélère, parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire, mais ça, en gros, c'est des mini boosts. C'est pour déconnecter avec la journée et se réactiver. Je reviens du coup sur ce schéma rapidement, mais allez voir les vidéos que j'ai fait. Elles sont bien sûr un peu mieux structurées. Je les avais un petit peu plus préparées. Là, c'était vraiment juste pour revenir rapidement. Ensuite, il y a le critique, conditionnement, motivation, visualisation. Donc celui-là, pareil, vous le voyez dans Mental Intense, donc je vais pas me pencher dessus. C'est une vidéo qui fait partie du module intensité et maîtrise. Donc conditionnement, c'est vraiment toutes les habitudes et rituels qui vont vous mettre dans un état de performance. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, du coup, je conseille plutôt d'attendre ce module. Mais en gros, faut avoir des routines. Faut que quand vous arrivez à la salle, vous ayez tout un tas de routines autour de l'entraînement qui vous mettent dans un état de performance. Donc typiquement des gestes, des façons de préparer votre sac qui soient un petit peu protocolisés, des petit à petit certains endroits où vous allez positionner vos affaires, etc. C'est un ordre dans ce que vous faites parce que le jour où vous n'êtes pas bien, eh ben, ces routines-là, vous les avez faites dans un état mental où vous êtes bien. Et rappelez-vous les sillons neuronaux. Si vous faites les mêmes choses que quand votre sillon neuronal, il va assez naturellement vers le je fais les choses et je suis déter, ben, il va réactiver les mêmes systèmes. Le cerveau, c'est vraiment une machine à habitude. Si vous faites les mêmes systèmes que quand ça va bien, quand ça va pas, ça va tout de suite beaucoup plus facile, ça va être beaucoup mieux. Et ça va pas vous emmener vers des schémas de pensée où vous allez vous dire, ah, aujourd'hui ça va pas. Non. Non, en fait, je conditionne. C'est un tout. Pour la motivation, pareil, faut entretenir le cadre motivationnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas échanger au sujet de la salle avec quelqu'un qui a des ambitions inférieures à vous. Sinon, forcément, ça va baisser votre niveau d'exigence. Le cerveau, il va toujours vers le plus bas. Nous, on force comme des tarés, on tire sur la corde. La vie, elle fait que tirer dans l'autre sens. En fait, c'est vraiment ça. Donc, sinon, bah voilà, malheureusement, vous allez rentrer dans un environnement digital aussi. Hein. Bien sûr, ça fait partie. Essayez d'assainir votre environnement digital. Ça, c'est les influences par les réseaux sociaux, etc. C'est crucial. Ça fait réellement partie de comment notre cerveau se structure au quotidien. C'est vraiment une matière malléable qui arrête pas de se structurer en fonction des influences extérieures qu'on a. On peut avoir un état d'esprit plus fort qui va au-delà, mais autant se faciliter la vie et mettre un beau cadre autour qui nous fait nous tirer vers le haut. Donc,
soignez votre environnement digital, virez les contenus à fond qui vous tirent vers le bas et mettez des très bons contenus à la place qui vous tirent vers le haut. Donc de toute façon là, en faisant le choix de venir au coaching chez moi, concrètement vous avez fait un bon choix. Parce que dans votre cadre motivationnel, vous avez mis la barre très haute. Il y a quelqu'un, moi, qui met la barre extrêmement haute en permanence, donc vous vous nourrissez de ma motivation indirectement. Bon, pour la partie visualisation, c'est très simple, on en a parlé, mais même à la salle, avant de se mettre sous la barre, quand vous approchez de la salle aussi, vous pouvez déjà prendre en compte des éléments de visualisation. Vous imaginez pendant cette séance la réussir, comme on a parlé un peu avant. Ça, on en a parlé. Et concrètement, entre les séries aussi. Vous pouvez vous imaginer sur la prochaine série déjà, pendant le temps de repos. Vous pouvez corriger les défauts mentalement, vous prépositionner, adapter les bons positionnements. Avant de faire un développé couché, moi, je place tout le temps mes épaules en arrière. Je plaque mes omoplates les unes contre l'autre. Je m'imagine déjà en train de le faire. Et je fais le même geste volontairement. Ça, c'est un peu de conditionnement aussi. Je sais que c'est un geste qui me permet de former. Il y a des gestes comme ça, quand je les fais avant une série, je sais que ça me met dans un état mental. Quand je fais des mouvements d'épaule comme ça me réveille. D'un coup, je fais exprès d'ouvrir les yeux fort. Je parais pour un taré, mais ça me met dans un état de performance. Il y a des routines de respiration aussi. Le fait de faire des respirations courtes comme ça, je sais que ça me met dans un état de stress. Si je suis en état de surstress, comme on l'a montré avant, c'est pas bénéfique. Si on est là dans la courbe, il faut au contraire essayer de calmer un petit peu pour être dans l'état intermédiaire où on va être plus focus sur les mouvements, moins tremblant, moins sûr, etc. Plus concentré. Si on est là, il faut les faire ces petites routines pour se retrouver là. Ok. Bon, concrètement, adopter les bons positionnements, etc. Ça c'est vraiment la partie conditionnement. C'est surtout la visualisation. Je m'imagine sous la barre, en train de le faire, entre les séries, hein, vraiment, alors que je suis pas en train de le faire. Et donc, je bénéficie de 2 fois plus de résultats. Parce qu'on le sait, hein, les athlètes qui s'entraînent mentalement ont plus de résultats que les athlètes qui ne s'entraînent pas mentalement, qui juste pratiquent. Quand il y a 2 groupes qui pratiquent et qu'il y en a un des 2 groupes qui s'entraîne mentalement en plus de pratiquer, il fait plus de résultats. Et même dans les groupes qui pratiquent rien, il y a du résultat par ceux qui s'entraînent que mentalement. Donc, ils ont plus de résultats que le groupe qui ne s'entraîne pas mentalement. Donc, déjà, le visualiser, c'est déjà être en train de s'entraîner. Donc, voilà pour les 3. Après, très important de couper. Couper sec après la salle. J'en ai parlé avant. Il va falloir déjà se gratifier. Donc, peu importe le résultat de la séance, normalement, il est proche des objectifs que je vous ai donnés. Je vous donne des choses réalistes. S'il est un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus, dans tous les cas, félicitez-vous. Il faut vraiment avoir cette gratification de, comme je l'ai dit avant, j'ai gagné une guerre. J'ai gagné une guerre et du coup, mon système naturellement me remercie, me récompense, faisant me sentir mieux et donc plus apte à reperformer. L'autoflagellation, ça peut servir quand on est vraiment un gros feignant, mais de façon globale dans la vie, comme je l'ai dit, ça va être plus néfaste et surtout à long terme. Donc, vous avez fait le taf. Jusqu'à la prochaine séance, qui est normalement dans 1 jour ou 2 jours, à part pour Max, qui a un programme de l'enfer. Lui, d'autant plus, il va falloir qu'il switch encore rapidement au système nerveux parasympathique, parce que lui, sa prochaine séance, elle est bientôt. Donc, s'il reste en sympathique entre les deux, il est tout le temps en sympathique. Et il va subir cet effet de suractivation, Nani, qui va le ruiner à terme. Il va se retrouver à prendre, du coup, une charge beaucoup trop importante par rapport à son seuil optimal, parce que nous, on est tout le temps au plancher du seuil optimal avec Max. On essaie de faire en sorte qu'il tienne bon, mais on est tout le temps au plancher haut. Donc, parce qu'il a des objectifs beaucoup trop ambitieux et variés. Donc, dans sa semaine, on pack de façon difficile. C'est comme ça. Du fait qu'il est délégué à quelqu'un, il en a pas trop, et du coup, malheureusement, et sinon il serait parti dans ce qu'on a montré avant, la partie droite de la courbe, et il aurait pas arrêté de revenir en arrière, etc. Ça aurait été insupportable. Il aurait pas été dans le seuil optimal finalement. Et les syndromes de surentraînement, ça amène vraiment, je vais vous montrer ça là, ça amène vraiment des impacts extrêmement négatifs. Hein. Le syndrome de surentraînement, il est là. Hop, il est là. Ok, le surentraînement, du coup, ça amène une réduction des fonctions cognitives. Donc, globalement, on sait moins réfléchir. Bref, c'est de la surcharge mentale, c'est du surstress qui va faire qu'on va sous-performer sur tous les domaines, professionnels, etc., avec la famille, etc. On va être vraiment inutile, inintéressant. Dans les soirées, on va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, je suis mort. Bref, les gens vont nous trouver bizarres. Ça va créer du stress social qui va créer encore plus de fatigue. C'est un nouveau stress qui vient s'imposer sur ce entraînement.
moins de stimuli du coup à l'entraînement parce qu'on est plus stressé, etc. On a moins d'énergie de façon globale, donc on aura toujours moins de résultats. Et ça va créer un besoin psychologique de s'entraîner plus. Et du coup, on va encore rajouter des séances, se entraîner, etc. C'est infernal. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, du coup, le but déjà, c'est que déjà vous avez délégué à quelqu'un. Le but, c'est clairement d'obtenir cette tranquillité d'esprit. Cette tranquillité d'esprit, il y a que vous qui pourrez la créer en conscientisant bien que vous avez fait la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que c'est notre but. C'est de retourner le plus vite possible dans un mode de récupération. Le système nerveux parasympathique, on l'a dit, afin de récupérer le plus possible jusqu'à la prochaine séance. Vous n'avez rien à faire d'autre de toute façon. Donc, il faut pas se manger le cerveau parce que ça va nuire à votre récupération. L'état d'esprit des gens qui performent, je l'ai dit, c'est ça. Ils sont tranquilles. Ils savent qu'ils sont au bon endroit, qu'ils font ce qu'il faut. Quand ils font une tâche, ils la font à fond. Et quand ils se reposent à fond. Parce que, j'en reviens, ils ont fait le tri dans leur cerveau régulièrement. Ils ont refait les priorités de façon régulière. Et donc, ils savent qu'ils font la meilleure chose à faire en permanence. Je voulais aborder également les croyances. Je le ferai pas ici. Les croyances, c'est aussi une façon, du coup, que votre cerveau a de se structurer de façon automatique. Ça rentre dans le conditionnement. Vous verrez un peu dans Moyen Mental Intense. Il y a aussi un protocole ici. Je vous engage à aller voir. Je vous mettrai toutes les ressources. Je vais pas rentrer dedans. C'est trop long. Là, j'ai déjà énormément dépassé. C'est 46 minutes, normalement 30 minutes les présentations pour qu'on ait le temps de faire du question-réponse. Ça sert à rien. Que je rentre là-dedans, ce sera peut-être le thème d'un prochain si vous voulez. Il y a aussi ce cercle vertueux effort récompense, on en a parlé. Plus on fait des actions difficiles, plus elles deviennent faciles à faire. Donc faut pas se dire ça va être dur d'implémenter ça dans ma vie, faire des projections. Restez dans l'instant présent, faites ce que vous avez à faire. Et ça va être de plus en plus facile de toute façon. Donc vous inquiétez pas. Alors si vous voulez continuer à progresser, on mettra des objectifs de plus en plus haut. Mais ce que vous venez de faire ne sera jamais aussi difficile que au moment où vous l'avez fait, parce que vous l'avez fait. Ok. Donc ça c'est super important. Il y a encore un petit cachet que je voulais rajouter, c'est aller voir le podcast Investir sur soi. En termes de mentalité, il donne beaucoup sur ma façon d'être, comment j'en ai évolué pour en arriver là, comment j'ai fait pour toujours défausser mes anciennes croyances, toujours passer le step du dessus, toujours plus, tout jeter à la fenêtre pour devenir une nouvelle personne, toujours dans cette mentalité du coup, de mettre tout ce que j'ai dans moi, dans ma vie. En fait, être la meilleure personne possible pour apporter le plus possible aux autres. Ça reste le leitmotiv de base. Et surtout, du coup, pour petit à petit et aller faire des choses toujours plus ouf dans ma vie. Donc, de façon globale, je pense que j'ai brossé pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions? Ah, c'est hyper complet. Moi, je connaissais pas la c'est encore quoi le mot? Para quoi? Parasympathique. Parasympathique, ouais, je connaissais pas du tout ce que c'est. Et c'est vrai qu'on c'est vrai qu'on y rentre beaucoup avec la routine, tout ça, le boulot, la pression. Euh, euh, Si je comprends bien, c'est le contraire du stoïcisme. Non, en fait, c'est différent. C'est sur un autre plan. En fait, le parasympathique. Attendez, je fais un retour sur le visuel, comme ça, c'est plus simple. Hop, comme ça, tout le monde comprend bien. En fait, c'est vrai que j'ai mal cadré parce que je suis passé très vite, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Hum, En fait, ça fait partie du système nerveux autonome. C'est un système qu'on a en nous dans tous les cas, en fait, et qui, de base, est autonome. C'est-à-dire il va switcher de sympathique à parasympathique tout seul. Mais du coup, le parasympathique, c'est vraiment le système nerveux du repos et on en a besoin aussi, hein, comme dit, c'est pas quelque chose de négatif, on en a besoin. C'est juste que il y a des moments où on a envie de prendre action dessus et de pas le laisser aller dans le parasympathique. Donc, pour hum. briser sa tendance naturelle à aller vers le repos et l'homéostasie, il y a les méthodes qui nous permettent du coup de venir faire action dessus en fait. Donc là, tu as expliqué, par exemple, pour l'homéostasie, que le corps cherche à balancer, par exemple, un trop gros effort par une respiration accrue, etc. Ouais. Le cas un peu relou des horaires décalés et Ouais. des horaires qui changent. Par exemple, je fais une connerie, je prends le service à 8 heures, 18 heures, je peux finir, il y a une disparition inquiétante, je vais chercher le gosse, je Ouais. finis à 23 heures. Dans ces cas-là, comment tu adaptes sur la semaine plus donc entre travail personnel, révision et effort physique, avec le décalage des horaires par rapport aux hormones et à l'énergie. Probablement que dans ton cas, on reprend la question à l'instant, Jo, juste, il y a eu une autre question entre-temps, du coup, je réponds. Oui, je dis toujours, Euh, enfin, comme tu veux, vas-y.
Alors, du coup, Brandon, pour ta question, en fait, là, faut vraiment prendre en compte que, comme dit, on a un stock d'énergie et de capacité limité, malheureusement. Et donc, quand on arrive à avec bah, du coup une journée type qu'on a l'habitude de gérer, c'est-à-dire bah, par exemple je fais mon 9h à 17h ou 9h 21h, je sais rien, et que d'un coup il y a un extra, et ben le cerveau il est pas du tout prêt. Du coup, c'est un choc pour lui. Vous probablement pas, vous avez adopté cette mentalité de on y va, on continue, let's go. Mais l'organisme il prend quand même ses habitudes et du coup il est réellement perturbé. Donc en effet, nos capacités de récup assez naturellement baissent parce que plus de stress, plus de travail concrètement physique parce qu'on est au travail et en plus probablement moins de sommeil. Là vraiment l'importance de parler avec le coach parce que probablement qu'il va falloir soit décaler les séances, soit réduire le nombre de séances dans la semaine et ce sera forcément plus bénéfique en général. À moins que vraiment tout soit stable, que le perso ça aille super bien, la nutrition elle soit super bien gérée autour et que vraiment on se sente l'espace d'aller intégrer cette séance, qu'on n'y aille pas juste pour le mental en se disant il s'est passé un truc mais j'y vais quand même, no pain no gain, qu'on soit vraiment clair dans notre tête que on a les ressources pour le faire et qu'on va pas chercher une ressource supplémentaire qui est pas prévue initialement parce que sinon en fait on crame le bloc à long terme et les prochaines semaines vont être plus difficiles et peut-être infaisables et c'est trop dommage parce que ce qui est intéressant c'est le bloc, c'est la progression sur plusieurs semaines et voire sur plusieurs blocs. Donc ce serait trop nul de cramer une progression sur plusieurs blocs pour un entraînement en mode no pain no gain, ça a aucun sens. Tu Ouais, ouais, bien sûr. Parce que après, en fait, le sens supplémentaire de la question, c'était aussi quand ces événements arrivent plusieurs fois, est-ce qu'il y a des stratégies pour micro-balancer? C'est-à-dire, par exemple, je fais une connerie, moi, je fais 8h, 18h, mais 2 fois dans la semaine, finalement, je finis 2 heures plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas des micro-moyens de compenser pour quand même rester stable sur la durée? C'est ça que je voulais dire, en fait. Ouais, 100%. Bah là, j'en reviens à créer de l'espace mental, du fait de redescendre en parasympathique assez rapidement. Déjà, la capacité de respirer sur son lieu de travail. C'est vrai que souvent, quand on est sur le lieu de travail, on veut que surperformer. Bah, des fois, pour surperformer, il faut aussi redescendre en parasympathique pendant les entre-deux. Donc, moi, typiquement, en fait, quand il y a une intervention et que je sais que mon cœur il battait trop fort, bah, tout de suite, j'avais une routine respi, tu vois. Tout de suite, je prenais en compte qu'il fallait que je souffle plus que j'inspire parce que ça allait me permettre d'être plus performant au moyen long terme. Donc, ouais, créer des petits espaces comme ça, quitte à rentrer, créer cet espace pour retomber dans le parasympathique, voire même dès le moment où tu sors du taf, commencer à avoir les yeux mi-clos, être dans cet état d'esprit de je me relâche et se dire bah, je vais un petit peu manger des choses denses en micronutriments, des fruits, des fromages riches au lait, tout ça. Et après, pouf, j'ai eu ma période parasympathique parce que là c'était vraiment trop. Tant pis, j'assume. Là, je sais que je suis prêt à le faire. J'ai créé la ressource pour et je vais aller faire ma séance quand même parce que je me suis octroyé ce petit tampon. Et là, par contre, je refais les routines pour me remettre en système nerveux sympathique. Je refais de la visualisation, je refais de la respiration activante, etc. Et j'y vais, tu vois. Mais ça va prendre un peu plus de temps, du coup, malheureusement. Ça va décaler la séance, ça va fait tard. Mais j'ai souvent fait ça quand j'avais des séances vraiment très dures et je voulais absolument les passer. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Pas de souci. Du coup, ouais, t'avais une question encore? T'étais en train de parler, ça a coupé? Alors, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends bien. Ok, ça bug un peu. Euh, donc, je disais que le stoïcisme, qu'est-ce que c'est, comment, c'est quoi, tu le pratiques comment? T'as les tripes là-dessus. Pour, euh, pour, euh, pour alterner l'état sur les routines. Ouais, Ouais. Alors, en gros, il y a deux modes. Je remets en visu, ça aidera toujours. Hop. Il y a deux méthodes et il y en a plein d'autres, hein. C'est juste que moi, c'est celle-là sur lesquelles je me concentre. Je trouve qu'elles sont efficaces. Il y en a une, c'est vraiment uniquement mental, c'est de la respiration. Et il y en a une, pardon, de la visualisation. Et il y en a une, c'est uniquement physique, c'est de la respiration. Et c'est pour ça que j'aime bien parce qu'elles se complètent. Ça joue sur les deux pôles et souvent, ils sont utiles les deux. ah, ok, En gros, la méthode de respiration, 10C, ça veut dire on va faire 10 cycles. C'est-à-dire que le cycle, c'est respiration puissante par la bouche, expiration courte par le nez, un petit cycle. Et là, on va le faire rapidement et on va faire 10 cycles comme ça. Et à la fin, comme ça, on va faire monter la pression. On va switcher en sympathique. Donc le système qui vraiment nous fait combattre ou s'enfuir, le système de la survie qui nous permet d'agir réellement, tu vois, d'être hyper vif.
Et en parallèle de ça, pour agir sur le mental, on peut utiliser 3-20, c'est-à-dire prendre 20 secondes 3 fois de suite, mais juste on fait un dégressif, on part de vraiment la vision la plus éloignée possible, un truc qui nous fait rêver mais qu'on on se voit pas réaliser, juste pour avoir des émotions, jusqu'à un truc qu'on se voit réaliser pour avoir du concret en lien avec des émotions. Ça, c'est important d'avoir du concret pragmatique et des émotions aussi pour avoir une vraie motivation complète, tu vois. Ok, ok, parce qu'on entend parler beaucoup. C'est vraiment la mode. Je sais pas cette philosophie-là, je sais pas comment je sais pas. Et en fait, c'est la première fois que j'entends un truc, quelque chose de pratico-pratique, Ouais. de manière aussi simple, tu vois. Ouais, ben, mais comme je disais, c'est chiant parce que tout ce qui est simple, on a tendance à se dire, ouais, bah c'est simple, hein, franchement, c'est un truc à la con, je vais pas le faire, mais en fait, ça sert réellement. Et moi, je croyais que, en fait, les gens bon, que j'ai connus ou que, des connaissances comme ça qui pratiquent ce genre, cet état-là, en tout cas, je vois qu'ils ont aucune émotion en fait quand ils le Ouais, font. c'est vrai qu'il y a un grand risque plus tu prends contrôle sur ton cerveau, plus t'aimes bien parce que ça te sert énormément au quotidien. On en reparlait avec ma fiancée hier. En fait, faut vraiment faire la différence entre je prends contrôle sur mon cerveau parce que ça me sert de me mettre dans un état différent de celui dans lequel je suis pour le moment pour atteindre mes objectifs à long terme et je suis tout le temps comme ça. Et du coup, je suis jamais moi-même. Et du coup, en fait, au final, bah, je sers un but qui n'est pas moi, qui est quelque chose d'autre. Et ça, c'est trop dommage parce que, bah, en fait, au final, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire un point régulièrement. Est-ce que je suis aligné avec mes objectifs? Est-ce que c'est vraiment un truc que je me suis mis martel en tête ou vraiment ça m'apporte, ça me fait plaisir au quotidien et c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre? Ou est-ce que juste je me suis laissé prendre dans un engrenage? Et Ah c'est vrai que ouais, ouais, comment ça fait sens parce que j'ai connu quelqu'un qui a pratiqué ça, bon, qui pratique ça, heureusement toujours aujourd'hui, mais il est matrixé de malade, hein, et sa vie c'est que discipline, objectif, et puis c'est tout. Et pour moi, ouais, c'est le grand risque, hein. Comme dans tout dogme, hein, quand tu vas à un extrême, tu peux te perdre. Moi, ouais, forcément, hein, après septembre en courant, je vais faire un gros point. Hein. Je vais pas repartir direct sur un autre objectif encore plus haut. C'est un gros point. Est-ce que tu as vraiment envie de faire autre chose? Est-ce que c'est pas le temps d'une période de repos? Est-ce que ça ferait pas du bien? Est-ce que t'as pas envie de devenir un peu plus créatif sur certains points? Ça pourrait être bénéfique à long terme. Ouais, c'est clair. Faut vraiment avoir une routine de je fais le point et je remets les choses en question, mais pas trop courte, sinon tu fais rien et t'annules tout et tu remets tout en question, mais assez rapproché quand même pour pas te perdre dans des choses qui ne sont pas toi, qui t'as changé en cours de route. Oui, j'avais dit je fais ce que je fais, mais est-ce que je fais ce que je fais, c'est la seule chose à faire dans ma vie ou est-ce qu'il faut pas juste faire ce qu'on fait de façon générale et souvent remettre en question pour être sûr qu'on fait ce qu'on fait, mais ce qu'on fait, c'est des trucs qu'on aime et qui nous plaisent et qui nous apportent. Tu vois? c'est ça, hein, tout à fait, c'est ça, Ouais, hein. c'est vraiment de la gestion mentale et ouais, c'est faire le point souvent, quoi, hein. C'est super important. Maxime, t'as pas posé de questions, tout était clair pour toi? Ouais, c'était assez complet. Après, non, j'ai préparé quelques questions quand même. Ah, Euh, je voulais savoir, bah déjà, quand tu parles de stoïcisme, ouais, honnêtement, en l'ayant bah, du coup un peu essayé de me l'appliquer à moi-même, entre le moment où tu as un coach et le moment où en fait bah tu fais tes entraînements, tu sais un peu solo ou quoi. Déjà en fait ce côté stoïque bah avec bah du coup ta présence, tu vois, il est beaucoup plus présent en mode c'est bon, c'est cadré, je fais la séance, je réfléchis pas et derrière bah en fait c'est juste logique que je la fasse et il y a pas de stress additionnel vis-à-vis de ça, tu vois. Et ça honnêtement ben je vois vraiment la différence là depuis qu'on a commencé les coachings ensemble, enfin vraiment ça a rien à voir quoi. C'est c'est fou. Et deuxième point, je voulais savoir aussi au niveau du stoïcisme si à ton avis, c'est cette manière d'être, elle est applicable à tout le monde, selon toi. Et c'est alors, particulier quand même, hein. C'est là, je vais vraiment parler de mon avis, hein, c'est pas une vérité, hein, c'est juste, tu m'as demandé mon avis, je vais te donner mon avis. Euh, pour avoir essayé du coup, de l'implémenter dans
comment dire, dans tout un tas de contextes, c'est-à-dire que j'ai fait de la prépa mentale sur moi, j'ai fait de la prépa mentale sur des athlètes et c'est peut-être qu'ils le sachent, mais bon, ils s'en rendaient bien compte sur mon entourage aussi quand j'ai commencé à comprendre les concepts. Et en effet, moi, de ce que j'ai observé à ma maigre statistique, hein, qui est quelques dizaines de personnes tout au plus, c'est pas suffisant pour faire une étude, une méta-analyse, c'est pas un niveau de preuve dans l'échelon scientifique assez intéressant. Mais voilà, de mon expérience, c'est hyper dur à mettre en place pour certaines personnes, mais plus c'est dur à mettre en place pour eux, ça leur bénéficie. Parce que moins ils ont eu du coup les avantages. Et juste le mettre en place sur des gens qui sont déjà des robots, au contraire, bah comme je disais avant avec Joe, ça va les désensibiliser et ils vont être encore moins émotifs. Et eux, en fait, ils sont sur un spectre vraiment du je gère mes émotions à j'ai trop d'émotions. Eux, ils sont à l'opposé du spectre. Donc, il faudrait au contraire qu'ils apprennent à réappréhender leurs émotions parce que du coup, ils font plus les choses avec motivation parce que motivation, ça rime vraiment avec émotion et c'est pas juste une rime, c'est réel. Plus t'as d'émotions, plus t'as de motivation. Moi, il y a des périodes de ma vie où j'étais un robot, j'appliquais, mais du coup, j'avais plus ces grandes ambitions et je faisais juste le projet d'après, le projet d'après. Non, ces gens qui sont à l'autre bout du spectre, au contraire, ils ont besoin de revenir sur le seuil optimal et de recréer un lien avec eux-mêmes, avec leurs émotions. Donc c'est applicable à tout le monde, mais il faudrait pas l'appliquer à tout le monde. Et il faudrait plus l'appliquer aux gens qui l'ont le moins, je pense. Enfin, ça, c'est mon avis, encore une fois. C'est un truc personnel. Ok. Et du coup, l'antagoniste du stoïcisme, ça serait quoi? Alors, il me semble qu'il y a un terme, mais j'ai Là, plus je le. sais pas, malheureusement, c'est le truc dont j'ai eu le moins besoin parce que je suis très émotif, moi, de base. Donc, Ouais, j'ai pas creusé. bien sûr, mais du coup, ouais, c'est cette idée-là de contrebalancer en fonction déjà de ton état d'esprit de base, quoi. Ouais, clairement. Ok. Je pense que c'est en partie ça l'esprit. Ça me fait trop du bien de faire un peu de coaching sur l'aspect mental. J'adore ces sujets-là. Et je pense qu'un jour ou l'autre, je ferai une activité en lien avec ça uniquement aussi, hein, parce qu'il y a tellement à déblatérer. En fait, non, c'est systémique, c'est holistique. En fait, tout se touche et c'est important de faire joindre le tout. En fait, c'est ça qui est intéressant. Là, j'ai touché avec le physique et le mental en même temps et c'est ça qui me fait kiffer. Franchement, c'est vraiment cool. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais aller nager. C'est mon dernier entraînement avant l'Ironman la semaine pro. Si vous avez d'autres questions, avec plaisir, hein, je vais y répondre. Moi, j'aime bien parce que les schémas, ça me parle beaucoup plus qu'une vidéo. Moi Donc, aussi, c'est pour ça que je les mets. J'aime trop les schémas, j'en fais tout le temps. Tu vas voir dans l'accompagnement, il y en a partout des schémas. donc voilà. Jo, ouais, pour les autres, je sais pas s'ils ont vu. Tu viens de rentrer, toi, tu commences la prog lundi. T'as pas encore, si t'as vu la présentation, donc tu connais pas encore tout, mais c'est vrai que ouais, moi je fonctionne à fond avec les schémas. Tu vas voir, tu vas kiffer si t'aimes bien les schémas. C'est très parlant pour moi. Je trouve que pour moi, on va droit, on va direct droit au but, sans blabla pour. 100%. Et puis bah souvent derrière un schéma, il y a des preuves scientifiques aussi. C'est rare les schémas qui sont enfin ça prend des concepts qui ont été travaillés et tout. C'est pas un croquis, quoi, c'est pas un dessin. C'est ça qui est cool. Ça explique plein de concepts à la fois qui s'entremêlent. Moi j'aime. Je vous incite à fond aussi bon là il y a pas de schéma, mais à écouter le podcast Investir sur soi. Franchement moi c'est une mentalité qui m'a entre guillemets sauvé la vie dans le sens où elle m'a vraiment fait évoluer à un point où j'aurais jamais imaginé, quoi. Vraiment. Et je suis content de l'avoir transmise en 44 minutes 43, là. Et j'ai super bien, en fait, j'étais dans un trop bon état d'esprit le jour où j'ai fait ce podcast, donc, j'ai bien réussi à transmettre ce que je voulais transmettre. Carré, je regarderai. Ok, ça marche. Oui, du coup, j'avais quand même une question. Tu sais, au tout début, je t'avais demandé les schémas, est-ce que tu peux nous donner, tu sais, toutes les sources, tout ça, comme ça, moi, je peux Ouais. approfondir derrière. Je vais dans l'espace membre, là, coaching de groupe, pouf, et je le mets là. Récupérer comme un champion, par exemple, et là, il y a les ressources en dessous. Okay. Il y a la vidéo du coaching de groupe si vous voulez la refaire, il y a les ressources, il y a le lien pour aller voir le coaching, mais ça sert à rien parce qu'il est déjà là, et le résumé avec les timecodes. Bah écoutez, moi je vais y aller si ça vous dérange pas, si vous avez trop de questions et tout, et franchement c'est grand plaisir hein, sur ce sujet. Avec ces gens-là en plus, on a pu échanger à la fin, grave cool. Également, grand plaisir. Ah, c'était clair, complet. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Enjoy your weekend
Bye bye tout le monde. Je fais les profs demain et je vous tiens au jus. Yes, ça Allez. marche. Ok, Merci. ça marche. Bisous tout le ciao, ciao. monde. Ciao, ciao. Bye bye, bon week-end. Merci.